Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Sur Radio Soupente, la voix des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Intifada du 29 janvier 2019. Pour vous causer dans le poste, évidemment, de toutes ces choses ignobles, immondes, dégueulasses, qui poursuivent leur petit chemin pourri de la route mauvaise. Voilà, à propos d'Israël, à propos de la Palestine, à propos de toutes les saloperies que les occupants peuvent faire tous les jours à la population palestinienne. On va commencer par un petit communiqué de BDS France, publié le 20 janvier 2019. Samedi soir, 19 janvier, avait lieu la retransmission en direct sur France 2 de la seconde demi-finale de l'émission Destination Eurovision, destinée à sélectionner l'artiste qui représentera
la France, au concours de l'Eurovision 2019 prévu à Tel Aviv en mai prochain. Bon. Des militantes de la campagne BDS France à Paris sont intervenus sur le plateau, brandissant des affiches non à l'Eurovision 2019 en Israël. Pas d'Eurovision pour l'apartheid israélien. Ne chantez pas pour l'apartheid israélien. Solidarité avec le peuple palestinien. Free Palestine, BDS, boycott Israël, apartheid. Voilà, il faut le faire, ils ont gonflé. Alors, Antenne 2 les a laissés causer, les a pas foutus tout de suite à la porte, et n'a pas non plus porté plainte contre ces défenseurs de la Palestine. Voilà. Parce que samedi soir, 19 janvier, avait lieu la transmission en direct sur France 2 de la seconde demi-finale de l'émission Destination Eurovision, qui doit sélectionner l'artiste qui représentera la France, je répète, au concours de l'Eurovision 2019, prévu à Tel Aviv en mai prochain. Cette action non violente, qui n'a pas suscité d'hostilité marquée de la part du public, avait pour objectif de, premier point, protester contre l'organisation de l'Eurovision 2019, on l'avait compris, dans l'état d'apartheid israélien. Israël utilise la culture pour blanchir son image, pour occulter ses crimes et sa politique d'occupation, de colonisation et d'apartheid vis-à-vis du peuple palestinien. Oui, c'est pas nouveau. Plus particulièrement dans le contexte actuel d'une colonisation illégale grandissante en Cisjordanie occupée et des marches du grand retour à Gaza, où l'armée israélienne tue, blesse grièvement à balles réelles des Palestiniens, et les Palestiniennes bien entendu, et même des enfants, non armés, qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits fondamentaux, chaque semaine depuis plusieurs mois. Et c'est pas fini. Exhorter la direction du groupe de télévision publique France Télévisions en tant que diffuseur et membre de l'Union européenne de radio-télévision à ne plus diffuser le concours et à déplacer son organisation dans un autre pays. Dans un communiqué envoyé à 20 minutes, France Télévisions rappelle que l'Eurovision est avant tout un divertissement d'une ampleur internationale unique et ouvert à une très grande diversité artistique. La musique, qui n'a pas de frontières, en est son essence avec pour ambition universelle le dialogue entre les peuples, l'ouverture et le vivre ensemble. Oui, enfin, il y a des manières un petit peu plus intelligentes de vivre ensemble et de dialoguer entre nous. Or, comment peut-on exprimer ainsi, alors que l'État destiné à accueillir l'Eurovision pratique l'apartheid, exclut la population autochtone palestinienne, contrevient à la charge d'éthique dont se réclame France Télévisions, qui vise entre autres à contribuer au respect des droits de la personne, notamment de sa dignité, et la lutte contre les discriminations et à la promotion du vivre ensemble. Décembre 2017, tout ça, nous avions adressé un courrier dans ce sens à Madame la Présidente Directrice Générale Delphine Ernotte. Oui, déjà Directrice Générale, ça donne des frissons, et quand il s'agit de Delphine Ernotte, là on est quasiment congelé. Aux membres du conseil d'administration et du comité d'éthique restés sans réponse à ce jour. Bien, quand on est congelé, on ne peut pas répondre. Bon. Appeler les artistes candidates et candidats à l'émission Destination Eurovision, le jury et le chef de la délégation française à l'Eurovision, Steven Clérima, à se retirer de ce concours. L'action a été remarquée par de nombreux médias, dont Le Parisien, RTL, 20 minutes, Yahoo, Télé Loisirs, etc., etc. Donc ça n'a pas laissé complètement indifférent. Ouais. La campagne BDS France dénonce également les honneurs réservés à l'artiste israélienne Netta Barzilai, véritable ambassadrice culturelle du régime israélien d'occupation et d'apartheid. La chanteuse représentante d'Israël gagnante de l'Eurovision 2018 participe activement aux efforts de propagande du gouvernement de Netanyahou. Je rappelle qu'elle a copié une musique qui existait déjà, que cette action s'intègre dans la campagne internationale initiée par les artistes et journalistes palestiniens, ainsi que l'organisation palestinienne PACBI, Palestinian Campaign for the
academic and cultural boycott of Israel. 140 artistes internationaux, parmi lesquels le designer français Tardy, lui, toujours dans les coups comme ça. Merci Tardy. Le réalisateur Alain Guiraudy, le bassiste des Pink Floyd Roger Waters, ou le réalisateur britannique Ken Loach. De nombreuses mobilisations ont lieu en Europe et dans plusieurs villes de France. Dernièrement, la campagne BDS France a co-initié une pétition nationale soutenue par 75 organisations. La campagne BDS France reste déterminée à continuer d'intervenir contre toute tentative de blanchiment de l'apartheid israélien. Voilà. C'est un peu long, excusez-moi, mais bon, il faut dire tout ça. Oui, alors moi je voulais rajouter que la première victoire par rapport à l'Eurovision, ça a été déjà que quand cette femme a gagné l'Eurovision l'année dernière, Netanyahou voulait faire une propagande en proposant de faire l'Eurovision à Jérusalem. Là, il y a eu une première levée de bouclier et rapidement, ils ont quand même fait marche arrière. Ils ont retiré l'idée de faire cette Eurovision 2019 à Jérusalem pour rester à Tel Aviv. Donc effectivement, BDS a écrit une lettre à tous les participants. Ils leur avaient proposé justement de ne pas participer avec tous les arguments que tu racontes et en racontant quand même cette histoire de la Palestine et en insistant, en disant que dans les années 70-80, de nombreux artistes avaient boycotté un autre État qui avait légalisé la discrimination. C'était donc l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc voilà, notre courrier répond à l'appel des Palestiniens pour le boycott universitaire et culturel d'Israël. Et donc, tu en as cité quelques-uns. Effectivement, il y a plus de 140 artistes qui ont appelé au boycott de l'Eurovision si elle a lieu en Israël. Donc, ils espèrent, ils leur disent, ils parlent aux candidats en espérant qu'ils auront lu et qu'ils sont même disponibles pour expliquer mieux cette campagne s'ils le souhaitent. Voilà, pouvez-vous chanter n'importe où, dans n'importe quelle condition, continuer à chanter librement et pour le respect et la liberté des peuples. Nous sommes à votre disposition pour échanger davantage avec vous sur ce sujet. Voilà. Bon, en tout cas, il y a ces lettres de demande de boycott qui avaient été envoyées. De même que nous, on peut aussi, je mettrai ça sur le blog, signer une pétition qui demande à ce que ce ne soit pas fait en Israël. Donc là, c'est une pétition qui est ouverte à tout le monde et qui reprend ce que tu disais. Donc nous, citoyens, soutenons la démarche des artistes français qui refusent l'apartheid et exigeons de France Télévisions qu'elle fasse tout pour trouver une autre destination et annonce en tout état de cause ne pas envoyer de candidats français si l'Eurovision devait se dérouler en Israël. Ouais, alors comme on est un pays pro-israélien, il y a tous les atouts qui sont dans la manche de l'autre, quoi, pas dans la nôtre. Et pour parfaire toutes ces petites choses, une citation de Nelson Mandela. Évidemment, quand on parle d'apartheid, il est le premier à qui on pense. La pauvreté comme l'esclavage ou l'apartheid n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent. Et ce sont les hommes qui la vaincront. On se demande quoi. Mais c'est bien si c'est des hommes qui la vaincront. Alors une pause musicale, c'est un morceau de l'association Al-Kamanjati. Ce sont des musiciens qui viennent de cette association. Alors Al-Kamanjati, j'en avais déjà parlé lors de la dernière émission, puisque j'avais eu l'occasion d'aller les écouter sur Montreuil. En fait, c'est une association culturelle qui a été créée à l'initiative de Ramzi Abou Redouane, qui est joueur de violon alto et de bouzouk et qui est maintenant devenu célèbre. Et en fait, Ramzi a grandi à Ramallah, dans le camp de réfugiés d'Al-Amari, où sa famille a été obligée de s'installer en 1948. Et en fait, comme de nombreux enfants palestiniens, son enfance a été grandement affectée par la violence de l'occupation et de la première intifada. C'est un petit garçon qui lançait des pierres. Et petit à petit, en grandissant, en fait, il a pu réussir il est parti faire des études à Angers et après il est revenu donc en Palestine où il a pu créer cette association, récupérer un lieu pour donner des cours de musique, aidé par une association française. Et maintenant, en fait, une grande partie des intervenants dans ces associations, dans ces lieux de musique, sont des Palestiniens. Alors, je voulais préciser, là justement, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle Children of the Stone.
et qui est déjà sorti en anglais. Et c'est Sandy Tolan, qui est un journaliste américain de renom, celui qui avait publié La Maison au citronnier, qui a écrit ce livre en 2016. Et il y a une souscription qui est lancée justement pour aider à la traduction en français de cet ouvrage. Alors nous, on avait lu La Maison au citronnier, on avait trouvé ça absolument fantastique, parce que ça racontait justement l'histoire de cette maison qui était partagée entre cette famille palestinienne qui avait dû l'abandonner et une famille hongroise qui était venue habiter dedans, et comment en fait cette femme hongroise rencontrait l'avocat un des enfants de cette famille palestinienne, et c'était bouleversant, et c'était en plus très riche d'informations sur l'histoire de la Palestine et d'Israël. De l'occupation de la Palestine. Ouais. Donc voilà, là je mettrai le lien pour la souscription donc de ce livre, pour la traduction en français. C'est 18 €, et c'est 23, on rajoute 5 € pour les frais d'envoi, parce que si on n'habite pas Angers, ce qui sera disponible sur Angers. Donc voilà, là on va passer un morceau justement de ce groupe Al-Kamanjati qui s'était produit à Montreuil au mois de décembre.
C'était le groupe Al-Kamanjati. Et on va poursuivre sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins sans loi, sans foi, sans loi et sans courbette. Enfin, ça c'est l'idéal, mais pour l'atteindre c'est autre chose. L'émission Intifada, et tout de suite je vais vous parler d'une chose très importante, en tout cas en ce moment en Israël. C'est une pétition dont la Cour suprême d'Israël contre la loi sur l'État-nation. L'anti-arabisme porte atteinte aussi aux Mizraïm. Les Mizraïm, ce sont des juifs arabes, juifs moyen-orientaux, enfin, qui ont une culture juive et en même temps arabe, et qui parlaient arabe couramment, en plus du juif, en plus de l'hébreu, si vous voulez, dans leurs échanges, etc., etc. C'est paru sur le site de Sia Mekomit le 1er janvier 2019 et traduit de l'hébreu par Joël Marelli et Annie Ohayon. Voilà. Alors, avant une petite poésie. Ma langue arabe est muette, étranglée dans ma gorge, elle s'insulte elle-même, sans prononcer un mot dans l'air étouffant des refuges de mon âme, elle se dissimule aux yeux des membres de ma famille derrière la jalousie de l'hébreu. Voilà. Ces lignes sont tirées de Ma langue arabe est muette, d'Al-Moy Béhar, poète, écrivain et chercheur. Ce poème figure dans son intégralité en ouverture de la pétition exceptionnelle qui a été déposée ce matin, mardi 1er janvier 2018, devant la Cour suprême contre la loi sur l'État-nation. Environ 50 juives et juifs israéliennes issus du monde arabo-musulman exigent le retrait de cette loi. Non seulement parce qu'elle est fondamentalement irrecevable, dommageable, humiliante et raciste, antidémocratique et négatrice du statut de la minorité arabo-palestinienne en tant que minorité nationale en Israël, ou parce qu'elle instaure une hiérarchie et une inégalité sociale, mais aussi, et en cela réside la singularité de cette pétition, parce qu'il s'agit d'une loi anti-juive qui rejette l'histoire de la culture arabe, rabbinique et populaire, contemporaine des juifs issus des pays arabo-musulmans, qu'elle accroît l'infériorisation de la culture judéo-arabe dans l'espace public de l'État d'Israël et qu'elle défend au niveau constitutionnel la carte d'identité de l'État d'Israël
comme un État anti-arabe. Voilà. Les Mizraïm, bon, je sais pas si oui, ce sont des Juifs, mais des Juifs arabes. Ils ont, je répète, une culture qui est mixte, arabo-juive, voilà. Et comment dirais-je, cette loi inique sur l'État-nation, sur l'État-nation d'apartheid, qui a été signée récemment comme une loi constitutionnelle, voilà. Si vous voulez, vraiment ça crée, si vous voulez, une discrimination de ces populations judéo-arabes qui sont en Palestine, comme des populations chrétiennes arabo-chrétiennes, parce que les Palestiniens chrétiens, et voilà, c'est une attaque frontale de la culture judéo-arabe, tout simplement, parce qu'il faut quand même se rappeler que en Espagne, les Juifs du temps de l'occupation avant la Reconquista, qu'il y avait des grands savants juifs, médecins, et puis même aussi un grand général de l'armée du sultan qui régnait à une certaine époque, était un juif. Ils sont partis après la Reconquista, ils ont été expulsés d'Espagne, ils se sont répandus un peu partout au Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen, et il y en a qui sont venus aussi en Palestine. Même en Palestine même, il y avait des judéo-arabes ou des arabo-judéo, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, qui ont toujours été sur le sol. Alors il y a même peut-être parce que l'occupation ottomane, qui respectait évidemment la singularité de la foi hébraïque, de la foi juive, de la foi ce que vous voulez, enfin qui concerne évidemment les juifs, ils ont aussi, si vous voulez, ils ont aussi imprégné la culture juive pendant leur occupation qui a duré quand même quelques siècles. Voilà. Donc, encore une fois, c'est si vous voulez, la volonté, mais vraiment sans dissimulation aucune, la volonté de l'État israélien qui est dominé par les Eskénazes, c'est-à-dire les Allemands, c'est la traduction du mot Eskénaze, et les Juifs allemands qui venaient d'Europe, d'Allemagne en particulier, voilà, de leur mainmise intégrale sur les institutions israéliennes, voilà. Avec le Likoud, avec tous ces gens-là, enfin bon, depuis 1949, Ben Gourion était lui-même un Eskénaze, et Ben Gourion, dès le départ, a fixé les limites de la collaboration avec les Palestiniens, et même de l'intégration des Juifs qui sont venus après l'extermination du génocide nazi, des Juifs d'Europe centrale, quelques-uns sont venus se réfugier en Palestine parce qu'aucun autre pays voulait les accueillir, et voilà, et même pour un dirigeant sioniste comme Ben Gourion, c'était une catastrophe pour Israël, ces gens-là qui étaient pour lui de la poussière humaine. Voilà. Bon. Alors apparemment, ça semble suivre son cours, parce que ces Mizraïm sont considérés par les Eskénazes aussi un peu comme des emmerdeurs, des empêcheurs si vous voulez, de purification ethnique en rond, voilà, parce que c'est un peu ça, c'est la purification ethnique, hormis les Juifs bontins, c'est-à-dire principalement Eskénazes, d'Europe centrale, tous les autres qui ont un petit peu de culture arabe, qui viennent d'Afrique du Nord, ou plus anciens d'Espagne, ou qui sur place ont mélangé leur culture à la culture arabe, tout cela, ils ne doivent pas exister, quoi. C'est un peu ça le sens de cette loi, enfin de cette partie de la loi votée et contre laquelle les Mizrahi essayent de lutter et d'empêcher qu'elle soit appliquée. Voilà. Voilà, donc on continue un petit peu sur des infos
différentes. Bien sûr. Là, il y a un article intéressant, Défier le racisme. C'est pareil, c'est le calvaire d'une musicienne palestinienne à l'aéroport Ben Gourion qui raconte le calvaire, oui, qu'elle a vécu en fait quand elle devait quitter l'aéroport. C'était ce lundi 7 janvier. Elle avait un avion qui partait à Tel Aviv à 10h30. Elle avait un vol pour Amsterdam pour préparer une licence. Elle prépare une licence en musique et avant de faire sa valise, elle fait donc la liste de ce qu'elle devait emporter et elle se couche. Elle réussit à cocher tout ce qui était sur la liste à temps. Elle arrive à l'aéroport et ce qu'elle dit, c'est qu'elle avait oublié une chose, c'est qu'elle était palestinienne. Donc elle va raconter que quand sa maman l'accompagne à l'aéroport. Et sa maman la dorlote. Il y avait un checkpoint un peu difficile à passer, qu'elles ont réussi à passer cette fois-ci facilement. Et quand elle arrive à l'aéroport, là par contre, elle va tomber sur une policière qui va l'enquiquiner, qui va lui faire une fouille au corps intrusive et qui va vouloir confisquer son ordinateur sous prétexte que son ordinateur n'est pas sécurisé. Donc elle va rouspéter, elle dit qu'elle n'est pas d'accord, parce qu'en fait, dès qu'elle est arrivée, on a vu qu'elle avait un nom arabe sur son passeport. Donc elle dit qu'elle l'a aussitôt accusée de racisme, de profilage racial et de vouloir se venger sur elle pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Donc elle a hurlé la policière a hurlé qu'elle faisait son travail. Et en fait, elle a réussi à repartir de l'aéroport sans laisser son ordinateur, sauf qu'elle n'a pas eu son avion. Donc, comme sa maman l'attendait encore, elles sont passées par la Jordanie, elles sont parties par l'aéroport d'Amman, et là, elle a réussi à arriver à Amsterdam pour continuer. Mais elle savait très bien que son ordinateur qu'on lui proposait de renvoyer à Amsterdam, en fait, dans ces cas-là, les ordinateurs n'arrivent jamais, hein, ils sont piratés, ils sont complètement perdus. Et simplement, avant de quitter l'aéroport, elle dit qu'elle a élevé la voix pour être sûre que ces derniers mots atteignent autant de monde que possible dans l'aéroport. Elle a dit, vous savez, ce qui est tout près d'Amsterdam, c'est La Haye, et un jour, vous et vos dirigeants serez condamnés pour vos crimes à la Cour pénale internationale. Ah ouais. Voilà. Donc, en fait, cette policière a gardé le silence, elle a baissé les yeux, elle dit qu'elle est sortie un sourire aux lèvres, la tête haute, et qu'elle a vu sa maman qui continue à lui faire un signe de la main, quoi. Ah. Voilà, du courage. Sur lequel on peut prendre un exemple. Voilà. Donc il y a aussi des infos, c'est sur le site de l'ORDIP. L'ORDIP, on en parlait régulièrement, c'est l'association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Donc là, c'est le récit d'un jeune Palestinien qui est en route pour l'école et qui est atteint d'une balle dans la tête, qui est tiré par la police israélienne et qui est contre toute attente a survécu et qui a pu ainsi témoigner de ce qui lui est arrivé. C'est un article de Gideon Lévy qui est sorti dans Haaretz. Voilà. Donc voilà, le garçon, alors c'est un jeune garçon qui a 16 ans, qui avait un examen et qui part de chez lui de bonne heure pour avoir le temps donc de boire un café, c'est ce qu'il raconte, avec son ami dans un café voisin, là où il se retrouve tous les matins en partant à l'école. Et à cause de l'examen, il n'emporte avec lui qu'un manuel et un stylo. Il sort silencieusement de la maison. Son père dort encore. Il est 7h30 du matin. Et il vient d'un quartier résidentiel tranquille du centre d'El Birek, qui est une ville adjacente à Ramallah. Et alors qu'il remonte la rue vers le café, il remarque un groupe de policiers des frontières rassemblés à l'intersection en bas. Et aussi, afin d'éviter de les rencontrer, il va chercher une route alternative et il se met à courir. Et là, le livre s'échappe de ses mains. Il se baisse pour les ramasser. Et en fait, geste qui, comme on le voit, aurait pu lui coûter la vie. Parce que il y a des troupes qui sont en travers de sa route. Et soudain, il y a 2 policiers des frontières qui apparaissent à sa droite, qui sont venus par un chemin coincé entre 2 maisons de la rue, et l'un d'eux le cerne, apparemment en fin de course, et lui tire dessus à une distance de quelques mètres avec une balle métallique à pointe spongieuse. Il lui tire dans la tête. Donc le garçon tombe, vautré dans son sang. C'est tout ce dont il se souvient, et quand il se réveillera à l'hôpital après 5 heures d'opération, il apprendra que sa vie est sauvée par miracle. Donc c'est une fin heureuse pour une histoire terrible. Donc voilà ce qu'il en est sur le chemin de l'école à Bil Ereh, ou n'importe où sont les sombres cieux de l'occupation. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que la veille au soir, des Palestiniens avaient ouvert le feu sur un bus plein de colons près de la colonie voisine de Beit El, mais personne n'avait été blessé, simplement les fenêtres du bus avaient volé en éclats et les tireurs avaient fui. Donc les forces de sécurité ont immédiatement lancé une chasse à l'homme dans laquelle tout est permis, bien sûr. Donc c'est une fois de plus, on traumatise la population et on n'hésite pas à tirer dans la tête d'un jeune garçon qui part à l'école, quoi. Eh bien, c'est toujours l'émission Intifada sur Radio Sous Pente.
La voix des rapins sans foi, sans loi et sans courbette. Pour vous parler maintenant, enfin évoquer avec vous maintenant un film consacré à Mahmoud Darwish, un film de Simone Bitton. Et voilà. Ah bah pourquoi j'ai... Non, je me suis... Bon, enfin, pas. Un film de Simone Bitton, mais c'est plus un documentaire d'ailleurs, puisque c'est Jihad Darwish, l'acteur principal du film, où il évoque, si vous voulez, sa vie, son exil, parce que c'est un perpétuel exilé. Il est interdit de territoire palestinien pendant plus, je sais pas combien d'années. Enfin bref, mais en même temps, le plus grand poète palestinien. Voilà. Un homme très élégant, enfin on le voit, et qui disait, on le voit dans le film, il est à Paris, il a passé une partie de sa vie à Paris, et il parlait pas français, et ça a été la période la plus créative en poésie de sa vie, puisqu'il explique que, ne connaissant pas le français, ne connaissant personne en France, eh ben, il pouvait se balader tranquille dans les rues de Paris, etc. Parce que dans le monde arabe, il était tellement connu qu'il pouvait pas se promener comme ça tranquillement. Il y avait toujours des gens qui l'interpellaient, etc., etc. Et donc, c'était comme il était protégé en quelque sorte, et là, il a pu se consacrer, mais vraiment entièrement à la poésie. Voilà. Alors il aime pas Paris comme beaucoup de poètes ou d'écrivains ou d'artistes venus de l'étranger aimaient Paris. Il aimait Paris parce que c'était surtout pour lui un havre de tranquillité, de paix, où il pouvait se concentrer sur l'écriture de sa poésie. Voilà. Et puis on voit aussi dans ce film, le film évoque les paysages de son enfance en Palestine. Il y a des images évidemment magnifiques, dont une qui m'a vraiment frappé, où on voit sur un promontoire un âne tout seul, une magnifique image. En bas, c'est un peu plat, c'est de la prairie, où il y a des moutons, des chèvres qui paissent. Et Mahmoud Darwish, en parlant de l'âne, il dit, voilà, pour moi, l'âne, c'est vraiment un animal extraordinaire, voilà, qui têtu, doux, qui est obstiné, voilà, qui a une espèce de sagesse millénaire. Et c'est vrai que quand on voyait cet âne complètement immobile sur ce piton, on ressentait bien, si vous voulez, ce que nous disait Jihad Darwish à propos de l'âne. Voilà. On voit aussi Jihad Darwish qui retrouve sa maman. Il a eu une permission exceptionnelle de 5 jours pour venir voir sa maman, qu'il n'avait pas vue depuis très 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 longtemps, qui est une dame très 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 âgée. Voilà. Il a retrouvé sa maman, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé ses neveux, ses nièces, et il y avait tout. Ce sont des familles assez importantes, hein, on doit dire. Tout le monde se rencontre, tout le monde se retrouve. Ça n'existe plus ici dans notre pays, voilà, un petit peu perturbé au niveau de la famille, si on peut dire comme ça. Bon, pas grave hein, pour nous, parce que bon, on dit que si on est plus tranquille sans la famille, oui, bon, je veux bien, mais j'en suis pas persuadé quand même, voilà. Ouais, et ce qu'on voit bien dans ce film, c'est la popularité de la poésie en fait au Moyen-Orient, quelque chose qui est complètement inimaginable ici. Nous, on n'est pas du tout élevé dans cette culture de la poésie. Là, on le voit sur scène qui est en train de dire ses poèmes, et on voit une salle qui est complètement suspendue à ses lèvres, qui connaît tout par cœur avec une émotion incroyable, quoi. Oui, bien sûr, comme on l'a vu. Moi, j'avais un moment, je m'étais intéressé quand il y a eu le coup d'État au Chili en 73, j'ai pu écouter et voir, etc. Il y avait Pablo Neruda qui était un grand poète chilien, et vous voyez des paysans, mais des paysans vraiment dans des coins reculés, mais il y a pas besoin d'être reculé, mais enfin dans des coins reculés du Chili, qui étaient analphabètes, qui savaient ni lire ni écrire, mais qui connaissaient par cœur les poésies de Pablo Neruda. Ils avaient entendu, parce qu'il y avait des gens qui étaient plus cultivés, qui pouvaient déclamer de la poésie de Pablo Neruda, et à l'écoute, ils apprenaient le par cœur de cette poésie. Mais je pense que les Palestiniens, c'est la même chose, quoi. Ils sont capables, si vous voulez, ils sont pas tous des lettrés, hein, comme Jihad Darwish, comme Mahmoud, pardon, je confonds avec un copain de Mahmoud Darwish, et
la poésie, c'est vraiment... On est stupéfié quand on voit ça, parce que on n'imagine pas du tout ça dans notre pays, où un poète... Les poètes dans notre pays, c'est vraiment les clodos de la littérature. Voilà, il y a pratiquement plus de poésie éditée. Le dernier grand poète qu'on ait eu, je pense que c'est Genet. Voilà, il y a comme ça des singularités, mais à croire que les peuples, si vous voulez, même si vous voulez pas, hein, les peuples qui sont comment dirais-je, persécutés, qui sont dans la souffrance quotidienne d'une occupation, que ce soit politique, comme au Chili avec les gangsters de Pinochet, hein, ou en Palestine avec les gangsters de Netanyahou, Netanyahou étant l'Al Capone d'Israël en ce moment, et bien voilà, ça crée, et si vous voulez, une espèce de... Parce que la poésie, c'est aussi une forme de liberté complète. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'en France, ou dans les pays occidentaux, la poésie maintenant est complètement en déshérence, parce que bon, voilà, on se pose plus vraiment de questions, tout le monde est lisse, tout le monde est content, tout le monde est plein de bouffe, etc., etc. Mais dans ces pays-là où on manque de tout, surtout de liberté, surtout d'espace pour respirer, bon, on se raccroche à la poésie pour sentir un petit peu le vent de la liberté. Ouais, je pense que c'est aussi très, très culturel. Alors, oui, probablement aussi. Là, ce film, en fait, s'appelle Mahmoud Darwish et la terre comme la langue. Voilà, c'est le titre complet de ce film de Simone Bitton, qui effectivement, en 48 minutes, nous plonge complètement dans qui était Mahmoud Darwish, qu'est-ce que la poésie, comment elle pouvait être ressentie. Donc, on comprend en fait l'histoire de Mahmoud Darwish à travers aussi ses paysages et des extraits de poèmes, quoi. Oui, oui. Les paysages et l'attachement, oui, c'est vrai. Il fait dans ce petit film, il y a vraiment on compare, enfin on compare pas, mais on rattache vraiment la poésie de Jihad Darwish à la terre palestinienne, quoi. C'est intimement lié, c'est vraiment une communion, une fusion extraordinaire entre l'évocation de la terre, on sent que lui, enfin, dans sa manière quand il en parle en tout cas, on sent qu'il y a cette espèce d'attachement viscéral à sa terre, quoi. Voilà, à la terre de Palestine, à ses oliviers, à tout ce qui... Oui, il parle des oliviers aussi. Ouais, puis on voit un moment un vieux monsieur qui revient à l'endroit où était leur maison et qui se rappelle... c'est un oncle. Voilà, où là c'était la maison, là il y avait telle chose, là il y avait telle pièce, enfin c'est très émouvant. Mais alors qu'il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus que des cailloux et des herbes folles, mais il sait précisément, ce vieux monsieur, de la famille évidemment, et pas un voisin anonyme, il sait précisément où était la maison et de quoi elle était composée, etc., etc. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, voilà, et on sent Mahmoud Darwish complètement fasciné par cette évocation, parce que sa maison, elle a été détruite aussi, évidemment, pas devinez par qui, voilà, et la famille a dû aller dans un camp, papapi, papa, voilà, c'est une chose assez courante en Palestine. Voilà. Et il y a un passage justement qui nous a complètement bouleversés, c'est quand il raconte son premier amour avec Rita, c'est une jeune juive, et il a été vraiment marqué par cet amour impossible. D'ailleurs, après Rita s'est mariée avec un Israélien et a eu une petite fille, et il garde la photo, je crois, de cette jeune fille. Et donc il y a une chanson qu'il a écrite, il a fait un poème, et en fait ce poème s'appelle Rita et le fusil. Je vais vous dire les paroles, et après c'est Marcel Calife qui l'a interprété à la guitare, donc on le mettra en pause musicale. Oui, c'est un premier amour, comme souvent, le premier amour, enfin si vous avez été amoureux, un amour qui marque pour la vie, quoi. Voilà. Donc voilà ce que disait ce poème. Entre Rita et mes yeux, un fusil, et celui qui connaît Rita se prosterne et adresse une prière à la divinité qui rayonne dans ses yeux de miel. Moi, j'ai embrassé Rita quand elle était petite. Je me rappelle comment elle se colla contre moi, et de sa plus belle tresse couvrit mon bras. Et moi je me rappelle Rita, ainsi qu'un moineau se rappelle son étang. Ah Rita, entre nous, 1000 oiseaux, 1000 images, d'innombrables rendez-vous, criblés de balles par un fusil. Le nom de Rita prenait dans ma bouche un goût de fête, le corps de Rita dans mon sang était célébration de noces, et 2 ans durant je me suis perdu dans Rita, et 2 ans durant Rita a dormi sur mon bras.
Nous prêtâmes serment autour du plus beau calice, nous brûlâmes dans le vin de nos lèvres et nous ressuscitâmes. Ah, Rita, qu'est-ce qui aurait pu éloigner mes yeux des tiens, hormis le sommeil et les nuages couleur de miel avant ce fusil? Il était une fois au silence du crépuscule. Au matin, ma lune a émigré, loin dans ses yeux couleur de miel, et la ville a balayé tous les aèdes, et Rita, entre Rita et mes yeux, un fusil. بين رتا وعيوني بندقية والذي يعرف رتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية. وأنا قبلت رتا عندما كانت صغيرة، وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت سعيدي أحلى ضفيرة. وأنا أذكر رتا مثلما يذكر عصفور غديرة. آه 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 رتا. بيننا مليون عصفور وصورة ومواعيد كثيرة أطلقت نارا عليها بندقية. بين رتا وعيوني بندقية والذي يعرف رتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية. اسم رتا كان عيدا في فمي، اسم رتا كان عرسا في دمي. وأنا ضعت برتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين. وتعاهدنا على أجمل كأس واحترقنا 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 في نبيذ الشفتين وولدنا مرتين. رتا أي شيء رد عن عينيك عيني سوى إغفاءتين وغيوم عسلية قبلها. كان يا ما
العيون العسلية في العيون العسلية والمدينة كنست كل المغنين وردة والمدينة كنست كل المغنين وردة بين ردة وعيوني بندقية بندقية بندقية. Et tout de suite, on arrive à la fin de cet après-midi consacré à la Palestine. Une intervention de ma camarade sur Intifada. En direct de Gaza, une femme tuée, 25 blessés dans la bande de Gaza, un bilan provisoire. C'était le 11 janvier 2018 par Zad Medouk. Voilà. Ouais, ce vendredi 11 janvier, un silence, on tue des femmes à Gaza. Voilà. L'armée israélienne a assassiné ce vendredi 11 janvier une femme palestinienne de Gaza âgée de 43 ans et on a blessé 25 autres. C'est un bilan provisoire et tout ça, ce sont toujours des balles réelles. Donc ces Palestiniens manifestaient pacifiquement après des zones tampons de sécurité imposées par les forces de l'occupation israélienne sur les frontières de la bande de Gaza. Silence, on tue des femmes à Gaza, c'est terrible. Donc les agressions israéliennes contre notre population se poursuivent. Jusqu'à quand ces massacres israéliens contre notre peuple? Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza au début de cette nouvelle année 2019. Blocus, agressions, incursions, bombardements, morts, blessés et souffrances. Plus de 13 000 Palestiniens de Gaza se sont rassemblés donc en masse ce vendredi 11 janvier. C'est la 42e semaine de la Grande Marche du Retour sur les frontières. C'est le vendredi, c'est notre résistance défie le blocus. C'est une initiative non violente afin de montrer l'attachement des Palestiniens à leur terre, que le droit au retour est sacré pour tout le peuple palestinien et pour exiger donc la levée du blocus israélien inhumain sur la bande de Gaza. Les soldats israéliens qui se trouvaient sur les frontières ont ouvert le feu en tuant une personne et en ont blessé 25. Les manifestants, malgré la brutalité des forces de l'occupation israélienne, les balles réelles, les gaz lacrymogènes de l'occupant sont plus que jamais déterminés à poursuivre ce type d'action. Donc ils développent des stratégies non violentes face à cette occupation aveugle. Ils défient les soldats israéliens avec leurs drapeaux palestiniens dans les mains et leurs actions pacifiques. Honte à cette occupation illégale, honte à cet état d'apartheid, honte à ces crimes israéliens contre les civils palestiniens, honte à ce blocus israélien inhumain et mortel, honte à cette communauté internationale officielle complice. Vive la solidarité. Gaza sous blocus résiste, Gaza la dignité persiste et Gaza l'espoir existe. Gaza la courageuse défie l'occupation, Gaza l'abandonnée vit, Gaza la digne est plus que jamais déterminée. Ici notre terre et ici notre Palestine. La lutte continue, la Palestine vivra, la justice triomphera. Voilà, pour nous donner toujours cette énergie qu'un jour les choses puissent enfin changer. Et on va terminer avec mentionner ce livre de Michel Warschawski que les éditions Sileps nous ont gentiment envoyé pour la presse. Donc Israël, chronique d'une catastrophe annoncée et peut-être efficace, avec une préface de Jean Ziegler. Alors voilà, le 4e de couverture précise que dans un précédent livre, Michel Warschawski dressait le portrait du conducteur d'un bulldozer fonçant sur des maisons palestiniennes. Cette figure, écrit Jean Ziegler dans sa préface, a valeur de parabole, donc pareil au conducteur du bulldozer, coupé de la réalité, ignorant la souffrance de ses victimes, aveugle et inconscient des conséquences de ses actes. Le présent gouvernement israélien d'extrême droite fonce à tombeau ouvert vers sa propre destruction. Donc Michel Warschawski, c'est un petit bouquin qui fait 85 pages, en fait, nous raconte à nouveau un peu l'histoire de l'occupation israélienne
Et le dernier chapitre, c'est la conclusion, c'est l'âge de la retraite, où effectivement, il nous raconte comment il faut qu'Israël se retire quand même enfin de ces territoires occupés. Donc c'est un petit livre qui coûte 8 €, qui se lit très facilement, donc vraiment à conseiller, quoi. Je sais que Michel Warshawski est venu plusieurs fois déjà présenter son livre, il est venu au CICP à Paris, il fait des tournées régulièrement, donc il faut suivre un petit peu ces éventuelles présentations de livres. Et on peut voir, il y a des fois des vidéos sur Internet aussi, on peut le voir parler de son travail de militant, quoi. D'ailleurs, là justement, je vois le 6 février. Le 6 février, il sera à Dijon, conférence débat avec Michel Warshawski autour de son dernier livre. Il sera dans la salle Camille Claudel. Qu'est-ce qu'il y a on peut raconter dans les prochains rendez-vous? Donc on avait parlé dans Arakaï d'un rendez-vous le 22 janvier, mais ça c'est à Paris pour manifester contre la répression. Le 23 janvier, c'est à Lyon, c'est la projection du film Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. Ah oui, ça on aimerait bien le voir. Ouais, il faudrait qu'il passe à Paris. Le 25 janvier, c'est à Paris, donc c'est Samouni Road de Stefano Savona, au 3 Luxembourg. Ça c'est un film dont on avait déjà parlé. Et qu'on a vu. Le 26 janvier 2019, là c'est à Montpellier, c'est une soirée réfusnique, dire non à l'armée en Israël. Le 31 janvier, c'est à Paris 11e, rencontre avec Ofra Yeshoualit autour de son livre « Pourquoi un État juif n'est pas une bonne idée ». Le 31 janvier, c'est à Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyons, donc c'est la projection du film Le Char et l'Olivier. Le 2 février, c'est à Paris, dans le 11e, un meeting pour la libération de Georges Abdallah. Donc voilà, et Pierre Stamboul et Sarah Katz seront à Orléans le 9 février à 14h30 à la Maison des Associations Salle Erasme. Voilà les prochains rendez-vous. Et Michel Warshawski sera aussi le 13 février à Lyon. Voilà. Vous avez du grand amour dans les camarades provinciaux. Et on termine avec Julia Boutros. Let's